Harry Potter et les méthodes de la rationalité, chapitre 80. Compromis tabou, le halo d'infamie, partie 2. La chambre très ancienne du Magen Mago est froide, sombre et dotée de demi-cercles concentriques de pierre qui s'élèvent du point le plus bas de son centre, ainsi que de simples bancs de bois disposés sur ces demi-cercles surélevés. Il n'y a aucune source de lumière, mais le lieu est bien éclairé, sans raison ni cause apparente. Le fait est, tout simplement, que la salle est bien éclairée. Les murs comme le sol sont de pierre, d'une pierre noire, élégante et mystérieux à corps de roche des plus plaisants à observer, d'une texture fine qui semble ondoyer et couler sous sa surface. C'est la chambre très ancienne, le plus ancien lieu magique à avoir survécu jusqu'à ce jour, car tous les autres lieux ont été détruits lors d'une guerre ou d'une autre. C'est la chambre du Magen Mago, et si elle est la plus ancienne, c'est que les guerres ont pris fin avec sa construction. C'est la chambre du Magen Mago, des lieux les plus anciens existants, mais ils sont cachés. Des légendes soutiennent que les murs de pierre noire furent conjurés, créés, propulsés vers l'existence par la volonté de Merlin lorsqu'il rassembla les plus puissants sorciers encore de ce monde et les émerveilla tant qu'ils l'acceptèrent comme leur chef. Et lorsque, continue la légende, les voyants persistèrent à prédire que le sacrifice n'était pas suffisant, que trop peu avait été accompli pour empêcher la fin du monde et de sa magie, alors, continue l'histoire, Merlin sacrifia sa vie, sa magie et son temps pour faire appliquer l'interdit de Merlin. Ce ne fut pas un acte sans prix, car un lieu tel que celui-ci ne pourrait plus jamais être dressé à nouveau par aucun pouvoir connu du genre sorcier. Pas plus que détruit, car c'est sans dommage, et peut-être même sans chauffer, que ces murs traversaient le cœur d'une explosion nucléaire. Il est fort dommage que plus personne ne sache les construire. Sur le plus haut des demi-cercles surélevés du Magen Mago, à l'étage pierre noire le plus élevé, se trouve un podium. Et sur ce podium se tient un vieil homme au visage ridé de soucis et à la barbe d'argent qui tombe en dessous de sa ceinture. C'est Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Sa main droite porte une baguette de pouvoir et sur son épaule se perche un oiseau de feu. Sa main gauche tient un bâton court, fin et sans atour, forgé de la même pierre noire que les murs, et il s'agit du trait ininterrompu de Merlin, l'outil du président sorcier du Magen Mago. Karen Dutton transmit le trait à Albus Dumbledore au dernier jour de sa vie, quelques heures à peine après le retour de ce dernier de sa victoire contre Grindelwald, un phénix flamboyant à ses côtés. Elle reçut elle-même le trait du perfectionniste Nicodemus Capernaum. Chaque sorcier le passa ainsi au successeur de son choix, et la chaîne peut être remontée ainsi jusqu'au jour où Merlin offrit sa vie. Cela, si vous vous posiez la question, explique comment le pays d'Angleterre magique a pu élire Cornelius Fudge comme Premier ministre, et pourtant se retrouver avec Albus Dumbledore en président sorcier. Pas par loi, car une loi écrite peut être réécrite, mais par la plus ancienne des traditions. Le Magen Mago ne choisit pas qui présidera à ses folies. Depuis le jour du sacrifice de Merlin, le plus important devoir de tout président sorcier a été d'exercer la plus grande précaution dans son choix d'un individu à la fois bon et capable de discerner un bon successeur. On se serait attendu à ce que cette chaîne de lumière se soit ratée au moins une fois, quelque part entre les siècles, qu'elle se serait fourvoyée au moins une fois et ne serait jamais revenue, mais elle ne l'a pas fait. Le trait de Merlin continue, ininterrompu. C'est du moins ce que disent ceux du camp de Dumbledore. Lord Malfoy vous dirait autre chose, et en Asie, il raconte des histoires entièrement différentes qui ne contrediraient pas nécessairement celles d'Angleterre. Sur la plus basse des plateformes de l'ancienne chambre se trouve une chaise à haut dossier dépourvue de rembourrage, faite d'un métal noir, plutôt que d'une pierre noire, et que Merlin ne plaça jamais ici. Le bâtiment ministériel qui a poussé autour de cet endroit est fait de bois et recouvert d'or puissamment éclairé de feu et plein d'une bêtise affairée. Ce lieu est différent. C'est le cœur de pierre de l'Angleterre magique, et il n'est ni recouvert d'or, ni fait de bois, ni puissamment éclairé de flammes. Des sorciers et sorcières aux robes couleur de prune, chacune bordée d'un M d'argent, emplissent la pièce avec solennité. Ils se tiennent avec un sérieux qui montre à quel point ils se savent extrêmement importants. Après tout, ils se réunissent dans l'ancienne chambre. Ce sont les lords et les dames du Magen Mago. Ils se considèrent comme les meilleurs du meilleur des pays magiques. Des inférieurs sont tombés à genoux en supplique face à eux. Ils sont puissants, ils sont riches et ils sont nobles. Ne sont-ils pas grands? Albus Dumbledore connaît le prénom de tous les occupants de cette pièce. Il a enseigné à nombre d'entre eux, quoique trop peu est appris. Certains sont ses alliés, d'autres ses ennemis, et il fait la cour aux autres sur la prudente danse de leur neutralité. Il voit chacun d'eux comme une personne. Si vous lui demandiez son opinion de ces lords et de ces dames, l'actuel professeur de défense de Poudlard dirait que, bien que nombreux à être ambitieux, ils sont peu à avoir la moindre ambition. Il noterait que le Magen Mago est exactement l'endroit où une personne de ce genre atterrit, que c'est exactement le genre d'opportunité dont on se saisit lorsque l'on n'a rien de mieux à faire. De tels individus sont rarement intéressants, mais sont souvent utiles. Ce sont des pièces à manipuler, des points à marquer par les véritables joueurs de la partie.
non pas sur l'un des demi-cercles surélevés, mais mis à l'écart sur un arc monté pour les spectateurs, placé à côté d'une sorcière au chapeau pointu dont le visage est ridé d'appréhension, se trouve un garçon, assis, habillé de robes noires des plus formelles de sa garde-robe. Ses yeux sont faits d'une glace verte et absente. Il voit à peine les lords et les dames affairés qui entrent. Ils ne sont pour lui qu'une collection de robes murmurantes couleur prune faites pour décorer les bancs de bois. Un arrière-plan visuel à la scène de la très ancienne chambre. Si un ennemi se trouve ici, s'il y a quelque chose à manipuler, c'est simplement le Magen Mago. Les riches élites d'Angleterre magique ont une force collective mais n'ont pas de volonté individuelle. Leurs buts sont trop étranges et triviaux pour qu'ils puissent avoir un rôle personnel dans cette histoire. Actuellement, à cet instant, le garçon n'apprécie pas plus qu'il n'a de l'aversion pour les robes couleur prune, car son cerveau ne leur assigne pas assez de libre arbitre pour qu'ils puissent être les sujets d'un jugement moral. Il est un personnage joueur, un PJ, et ils sont le papier peint. Ce point de vue est sur le point de changer. Harry parcourut sans la voir la chambre du Magen Mago. Le lieu semblait être assez ancien et historique, et Hermione aurait sans doute pu lui octroyer une leçon sur cet endroit pendant des heures. Les robes couleur prune avaient cessé d'entrer, et la montre de poche de Harry, qui avançait au rythme de 3 minutes par demi-heure, indiquait que le procès était sur le point de débuter. Le professeur McGonagall était assise à côté de lui, et ses yeux ne le quittaient jamais pendant plus de 20 secondes consécutives. Harry avait lu la Gazette du Sorcier ce matin-là. Le gros titre avait été « Némoldufol tente de mettre fin à ancienne lignée », et le reste du journal avait été du même acabit. Lorsque Harry avait eu 9 ans, l'IRA avait fait sauter une caserne anglaise, et il avait vu à la télévision les politiciens concourir à celui qui serait le plus vocal dans l'expression de son outrage, et l'idée lui était venue, même en ce temps où il n'avait que peu de connaissances en psychologie, qu'on aurait dit que tout le monde se battait pour savoir qui pouvait être le plus en colère et que personne n'aurait pu se permettre de suggérer que quiconque était trop en colère, même pour répondre à la proposition de rayer l'Irlande de la carte à coups de bombes nucléaires. Il avait été frappé, même alors, par le vide profond de l'indignation politicienne, même s'il n'avait pas eu, à cet âge-là, les mots pour le décrire, par le sentiment qu'ils essayaient de marquer facilement des points en visant sans risque la même cible que tous les autres. Harry avait toujours ressenti le caractère creux de l'indignation politicienne, mais il était étrange de constater à quel point cela devenait bien plus évident en lisant une douzaine d'articles de la Gazette du Sorcier matraqué Hermione Granger. L'article principal, écrit par quelques noms que Harry ne reconnut pas, avait exigé que l'âge minimum pour être envoyé à Azkaban soit diminué uniquement pour que le sang de Bourbe tordu, qui avait essayé d'entacher à l'honneur de l'Écosse par son attaque sauvage, et injustifié sur le dernier héritier d'une très ancienne maison au cœur du refuge sacré de Poudlard, puisse être envoyé au détraqueur, seule punition à la hauteur de la sévérité de son crime innommable. Cela seul suffirait à décourager toute autre brute inhumaine et étrangère qui aurait elle aussi la malsaine folie de croire qu'elle pourrait s'évader à la majesté de l'inévitable et impitoyable châtiment du Magen Mago à l'encontre de tous ceux qui menacent l'honorable nobilité de... etc. etc. L'article suivant avait dit la même chose en des mots moins éloquents. Plus tôt, Albus Dumbledore lui avait dit « Je n'essaierai pas de te tenir à l'écart de ce procès. » La voix du vieux sorcier avait été douce et inflexible. « Je peux tout à fait prévoir comment cela se déroulerait, mais je voudrais qu'en retour tu me traites avec pareille courtoisie. La politique du Magen Mago est délicate et tu ignores tout d'elle. Ose quelque folie et il en coûtera à Hermione Granger. Et tu te souviendras de cette folie pour le restant de tes jours, Harry James Potter et Vance Verse. »« Je comprends, dit Harry. Je sais, juste... si vous comptez faire sortir un lapin de votre chapeau et sauver la mise au dernier moment, alors que tout semble perdu, s'il vous plaît dites-le-moi maintenant au lieu de me laisser m'inquiéter. » « Je ne te ferai pas ça, » dit le vieux sorcier, comme imprégné d'une terrible lassitude alors qu'il se retournait pour partir. « Encore moins Hermione, mais je n'ai pas de lapin dans mon chapeau, Harry. Nous pouvons simplement voir ce que Lucius Malfoy désire. » Il y a un petit coup sec, un son unique, bref, qui parvint pourtant à faire taire toute la chambre et à faire vivement pivoter la tête de Harry vers le haut. Loin au-dessus, Dumbledore venait de frapper son podium du bâton sombre qu'il tenait dans sa main gauche. La 90e session du 208e Magen Mago se réunit à la demande de Lucius Malfoy, dit le sorcier d'une voix sans timbre. Loin du podium, mais au milieu des cercles les plus élevés, un grand homme se dressa immédiatement, une longue crinière blanche répandue sur ses épaules, de ses robes couleur prune. Je présente un témoin pour interrogatoire sous veritaserum, dit Lucius Malfoy d'un ton froid et clair qui traversa la pièce, élégamment contrôlé, seulement doté d'une légère nuance de furie indignée. Qu'on amène Hermione, la première Granger. « Je vous demande à tous de vous rappeler qu'elle est en première année à Poudlard, dit Dumbledore. Je ne tolérerai aucun abus à l'encontre de ce témoin. » Quelqu'un parmi les bancs eut un « pouah » très audible, et il y eut une vague de reniflements dégoûtés, et même une ou deux huées. Harry regarda les robes prunes en plissant les yeux. Et avec la colère montante vint autre chose, comme un sentiment d'inquiétude qui grimpait, l'idée que quelque chose était atrocement faussé, comme si la réalité elle-même avait été chamboulée.
Harry le savait sans savoir comment. Il ne trouvait pas ce qui clochait ni pourquoi son esprit pensait que ça empirait. « De l'ordre !» mugit Dumbledore. Il donna un coup sec du bâton de pierre 2 fois contre le podium et produisit 2 autres petits clics qui l'emportèrent sur tous les autres bruits. « J'exige de l'ordre ici !» La porte par laquelle on amenait le témoin était située exactement sous les pieds de Harry, si bien que ce n'est pas avant que tout le monde n'ait émergé dans la salle de pierre qu'il put voir un trio d'aurore, le dos de Hermione qu'on amenait. Il ne pouvait pas voir son visage, suivi d'un moineau d'argent étincelant et d'un écureuil lunaire bondissant, et la source de l'horrible inconvenance à moitié masquée par une cape en lambeaux. Harry bondit sur ses pieds avant même de pouvoir penser, et ce n'est que la poigne frénétique du professeur McGonagall sur son poignet qui l'empêcha d'atteindre sa baguette. Et le professeur de métamorphose chuchota avec désespoir. « Harry, tout va bien, il y a un Patronus. » Il eut besoin de quelques secondes pour se souvenir, pour que la part de lui-même qui comprenait que Hermione n'avait pas été directement exposée à un détraqueur parvienne à convaincre le reste de sa personne de se comporter de façon plus ou moins saine d'esprit. Mais les Patronus animaux ne sont pas parfaits, dit une autre voix dans son esprit, sans quoi Dumbledore ne verrait pas la forme d'un homme nu et douloureux à observer. On le sent s'approcher, Patronus animal ou pas. Lentement, Harry se rassit à mesure que le professeur McGonagall tirait son poignet vers le bas. Mais il avait alors déjà déclaré la guerre contre l'Angleterre magique, et l'idée que d'autres le nomment Seigneur des Ténèbres ou non ne lui semblait plus avoir d'importance. Le visage de Hermione lui apparut lorsqu'elle s'assit dans la chaise. Elle n'était pas droite et rebelle comme elle l'avait été face à Rogue. Elle ne pleurait pas comme lorsque les aurores l'avaient arrêtée. Elle était juste assise là, un air d'horreur vacante dans le regard, alors que de noires chaînes de métal serpentaient dessous la chaise et liaient ses bras et ses jambes. Harry ne pouvait pas le supporter. Sans même y penser, il tentait de fuir en lui-même, de fuir jusqu'à son côté obscur, de tirer la rage froide par-dessus lui comme un bouclier. Il mit bien longtemps à y parvenir, car il n'avait pas essayé d'atteindre pleinement son côté obscur depuis Azkaban, et lorsque son sang fut redevenu à peu près froid, il releva les yeux, revit Hermione dans la chaise et découvrit que son côté obscur ignorait tout de la façon de gérer ce genre de douleur. Elle transperça la froideur comme un couteau et la douleur ne fut pas le moins du monde atténuée. « Eh bien, ne serait-ce pas Harry Potter ?» lui parvint une voix de femme claire et haute perchée, mielleuse et complaisante jusqu'à l'écœurement. Harry détourna lentement son visage de la chaise et vit une femme souriante tellement maquillée que sa peau semblait presque rose, assise à côté d'un homme que Harry reconnut être le ministre Cornelius Fudge grâce à des photographies qu'il avait vues. « Aviez-vous quelque chose à dire, monsieur Potter ?» s'enquit la femme d'un ton si joyeux qu'on aurait cru ne pas être à un procès. D'autres personnes le regardaient à présent. Harry ne pouvait pas parler car il aurait été stupide de prononcer chacun des mots présents dans son esprit. Il ne trouvait rien à dire que Neville aurait lui aussi pu dire. Dumbledore avait prévenu Harry que si qui que ce soit d'autre demandait aux survivants de parler, il devait faire semblant d'avoir son âge. « Le directeur a dit que je ne devrais pas parler. » répondit le garçon sans entièrement parvenir à garder sa voix dénuée de tranchant. « Oh, mais tu as notre permission de parler, dit la femme d'un ton radieux. Je suis certaine que le Magan-Mago est toujours heureux d'entendre ce que le survivant a à dire. » À côté d'elle, le ministre Cornelius Fudge hochait la tête. Le visage de la femme était boursouflé et gras, visiblement pâle sous le maquillage. Presque inévitablement, un certain mot vint à l'esprit de Harry, et ce mot était crapaud, ce qui, dit la partie logique de Harry, ne devrait en rien être corrélé à la moralité. Ce n'était que dans les films de Disney, que les gens laids avaient plus de chances d'être méchants, et inversement, et ces films étaient probablement scénarisés par des auteurs qui n'avaient jamais été laids. Ils lui donneraient une chance, tous ceux présents dans cette pièce méritaient une chance. « Parce que je nous ai débarrassés du Seigneur des Ténèbres ?» dit le garçon, et il pointa un doigt vers le détraqueur qui flottait derrière la chaise de Hermione. « Il y a quelque chose d'encore plus sombre dans cette pièce. » La femme plissa les yeux et son visage devint un peu plus sévère. « Je comprends qu'il puisse effrayer un jeune garçon comme vous, monsieur Potter, mais les détraqueurs nous obéissent tout à fait au ministère de la Magie, et ils sont bien sûr nécessaires à la garde d'une fille de 12 ans, cria le garçon. Ce sont des créatures les plus sombres du monde. J'ai pu la sentir approcher même à travers le Patronus, le mal qui s'approchait, c'est atrocement maléfique, et ça mangerait tout le monde dans cette pièce si ça le pouvait. On ne devrait pas la laisser s'approcher d'un enfant, jamais, ni de moi, ni d'elle, ni de personne. Vous devriez voter pour le faire partir. » Nous ne voterons certainement pas à ce sujet, cracha la femme crapaud. « Cela suffit, Madame Ombrage. Monsieur Potter ?» dit Dumbledore d'une voix sévère loin au-dessus d'eux, puis après une courte pause, le sorcier continua. « Même si bien sûr le garçon a parfaitement raison. » Certains des membres du Magan-Mago semblaient abasourdis par l'admonestation du garçon, et quelques autres hochaient violemment la tête en réponse aux paroles du vieux sorcier. Mais ils étaient trop peu, Harry pouvait le voir. Ils étaient trop peu. Le Veritaserum fut alors amené et Hermione sembla pendant un bref instant être sur le point de sangloter en regardant Harry. Non, le professeur McGonagall. Et le professeur McGonagall articulait silencieusement des mots que Harry ne pouvait comprendre de là où il se trouvait. Puis Hermione avala 3 gouttes de Veritaserum et son visage devint flasque. « Gawain Robards, dit la douce voix de Lucius Malfoy, votre probité est connue de tous ici, si vous pouviez me faire l'honneur. » L'un des 3 aureurs s'avança.
Après les premières questions, Harry détourna le regard et observa l'un des murs latéraux, les doigts dans ses oreilles, tandis que le cerveau de Hermione rejouait le contenu du sortilège de faux souvenirs. Il ne pouvait pas supporter l'angoisse émoussée par la drogue présente dans la voix de Hermione. Son côté obscur ne pouvait pas le supporter non plus, et il avait déjà entendu un résumé de son récit. Le cerveau de Harry repartit dans un flash jusqu'à un autre jour d'horreur, et même si Harry avait été à la limite de rejeter la continuité de l'existence de Lord Voldemort comme étant l'idée sénile d'un vieux sorcier, il semblait soudain horriblement et particulièrement plausible que l'entité à avoir oublié Hermione soit le même esprit ayant fait usage de Bellatrix Black. Les deux événements avaient une signature commune, de choisir que cela ait lieu, de prévoir que cela ait lieu. Cela demandait d'être plus que malfaisant, cela demandait d'être vide. Harry leva les yeux un moment et vit que les robes couleur prune regardaient, qu'elles ne faisaient que regarder. Quelque temps plus tard, après que toutes les étoiles du ciel nocturne soient devenues froides et sombres, que la dernière lueur de l'univers se soit effondrée en cendres et soit devenue noire, l'interrogatoire de Hermione prit fin. « S'il plaît à mes lords, dit la voix de Lord Malfoy, je souhaiterais voir lu à voix haute le témoignage de mon fils Draco, obtenu sous 2 gouttes de Veritaserum. Jusqu'à ce qu'elle se mette à me chercher dans la dernière bataille, je ne complotais rien contre Granger. Après ce jour-là, je me suis senti véritablement insulté. Je l'avais aidé à chaque fois. » Le son qui sortit de la gorge de Hermione me donnait l'impression qu'elle venait de se faire écraser par une pierre si immense qu'elle ne pouvait plus ni pleurer ni respirer, mais seulement avoir un petit hoquet triste. « Excusez-moi, dit une sorcière depuis le côté de la pièce qui semblait appartenir au camp Malfoy. Mais Lord Malfoy, pourquoi votre fils aiderait-il une sang de bourbe ? Mon fils, dit Lucius Malfoy d'une voix grave, semblait avoir prêté l'oreille à certaines idées erronées. Il est jeune et il a appris à présent, et tout le pays l'a appris, ce que de telles folies apportent en retour. Quelques marches plus bas, dans les bancs des visiteurs, un homme coiffé d'une casquette de journaliste et d'un badge de la Gazette du Sorcier écrivait avidement avec une longue plume. Les quelques personnes qui avaient hoché la tête plus tôt en écoutant Dumbledore semblaient maintenant assez malades. Une sorcière en robe couleur de prune se leva d'un geste délibéré, quitta le côté qui avait semblé appartenir au camp de Dumbledore et alla jusqu'au camp Malfoy. L'aurore continua de lire d'une voix monotone. Lancer tous ces sortilèges d'emprisonnement m'avait tellement fatigué que j'étais affaibli quand j'ai lancé le dernier. Je pensais être plus fort que Granger, mais je n'en étais pas certain, donc je l'ai testé empiriquement en la provoquant en duel. C'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait. Et aussi parce que si je gagnais, je comptais la battre à nouveau le lendemain pour que tout le monde puisse le voir, saleté de Veritaserum. Mais elle ne savait pas ça quand elle a essayé de me tuer. Et ce qu'elle avait fait m'avait vraiment insulté. Je l'avais vraiment aidée avant et je n'avais rien comploté contre elle, mais elle s'en est prise à moi devant tout le monde. Lorsque le témoignage eut pris fin, les délibérations du Magen-Mago commencèrent, si on pouvait appeler ça comme ça. Il semblait que de nombreux membres du Magen-Mago étaient très attachés à l'idée que le meurtre, c'était mal. Les robes couleur prune du côté de Dumbledore de la pièce étaient silencieuses, les soi-disant forces du bien conservant leur capital politique pour des batailles plus gagnables, et Harry pouvait entendre le professeur Quirrell comme s'il s'était tenu à côté de lui, sa voix sèche parlait dans son esprit lui expliquer qu'ouvrir la bouche maintenant aurait été loin d'avantager les politiciens. Mais il y avait un sorcier dans la pièce dont le statut était assez élevé pour pouvoir, semblait-il, dépasser cette notion sans perdre la face. Un sorcier dont le statut était assez élevé pour qu'il puisse prononcer quelques saines paroles et en sortir indemne. Lui seul parla pour défendre Hermione, l'homme avec un phénix brillant sur l'épaule. Seul Albus Dumbledore parla. Le président sorcier ne mit pas en avant la possibilité que Hermione Granger soit entièrement innocente. Le directeur avait expliqué à Harry qu'on n'y croirait pas, et que cela ne ferait qu'aggraver les choses. Mais Albus Dumbledore dit, un doux rappel après l'autre, que le coupable était une fille en première année à Poudlard, que nombre de gens avaient commis des idioties pendant leur jeunesse, qu'une fille en première année à Poudlard était tout simplement trop jeune pour comprendre les conséquences de ses actes. Lui-même, dit doucement le président sorcier, avait fait quelques tentatives idiotes pendant son enfance, alors qu'il était bien plus âgé qu'elle. Albus Dumbledore dit que Hermione Granger avait été aimée de tous les professeurs de Poudlard, qu'elle avait aidé 4 Poufsouffles pour leur devoir de charme, et qu'elle avait gagné 103 points pour Serre d'Aigle pendant l'année scolaire. Albus Dumbledore dit que personne n'ayant connu Hermione Granger ne manquerait d'être choqué par ces événements, qu'ils avaient, tous autant qu'ils étaient, entendu l'horreur dans sa voix à mesure qu'elle avait témoigné, et que si quelque folie inhabituelle l'avait temporairement possédée, alors, sa voix s'éleva et devint un ordre sévère, elle ne méritait rien d'autre d'eux que de la sympathie et l'attention d'un guérisseur. Et enfin, par-dessus des cris de protestation, Albus Dumbledore rappela au Magen-Mago que le chef d'accusation était une tentative de meurtre et non un meurtre. Il dit, par-dessus un orage d'objections naissantes, que personne n'avait souffert de dommages durables, et il le supplia de ne pas commettre pire que tout ce qui avait été fait jusqu'à présent. « Assez !» mugit Lucius Malfoy, et un vote à main levée mit fin aux délibérations.
L'homme à la crinière blanche se tenait grand et terrible, sa canne d'argent tenue en l'air comme un marteau sur le point de s'abattre. Pour ce que cette femme folle a tenté de faire à mon fils, pour la dette de sang qu'elle s'est attirée en essayant de mettre fin à la lignée d'une noble et très ancienne maison, je dis qu'elle devra... Azkaban rugit un homme au visage balafré, assis à la droite de Lord Malfoy. « Envoyez la sang-de-bourbe folle à Azkaban! Azkaban !» s'écria une autre robe couleur prune, puis une autre, puis une autre. Un clic du bâton de Dumbledore fit taire la pièce. « Ceci est déplacé !» dit le vieux sorcier avec sévérité. « Et votre proposition est barbare, indigne de cette assemblée. Il y a certaines choses que nous ne faisons pas. Lord Malfoy ?» Lucius Malfoy avait écouté avec un visage impassible. « Eh bien, dit Lord Malfoy après quelques instants, un éclat froid lui dans ses yeux. Je n'avais pas prévu de demander cela, mais si telle est la volonté du Magen-Mago, alors qu'elle paie ce que tout autre paierait à sa place, que ce soit Azkaban. » Une grande acclamation de rage s'éleva. « Êtes-vous tous fous ?» s'écria Dumbledore. « Elle est trop jeune, son esprit ne pourrait le supporter. En 3 siècles, jamais une telle chose n'a été faite en Angleterre. Que les autres pays penseraient-ils de nous ?» dit la voix sèche d'une femme que Harry reconnut être la grand-mère de Neville. « Garderez-vous Azkaban une fois qu'elle y sera, Lord Malfoy ?» dit une vieille sorcière sévère que Harry ne connaissait pas. « Car je crains que mes aurores ne déclinent de la garder si de jeunes enfants y sont tenus prisonniers. » Ces délibérations ont pris fin, dit froidement Lucius Malfoy. Mais si vous êtes incapable de trouver des aurores capables d'obéir au vote de Magen-Mago, Madame Bones, vous pouvez renoncer à votre poste. Nous pouvons facilement en trouver un autre pour servir à votre place. La volonté de cette chambre est claire. Pour la monstruosité de ses crimes, la fille sera jugée comme une adulte et punie en conséquence. 10 ans à Azkaban, la sentence pour une tentative de meurtre. Lorsque le vieux sorcier parla de nouveau, sa voix était plus basse. « N'y a-t-il pas d'alternative à cela, Lucius ? Nous pouvons nous retirer dans mes appartements pour en discuter, si besoin. » Le grand homme aux longs cheveux blancs se détourna alors pour regarder le vieux sorcier qui se tenait sur son podium, et ils s'observèrent tous les deux pendant un long moment. Lorsque Lucius Malfoy parla de nouveau, sa voix semblait prise du plus léger des tremblements, comme si son sévère contrôle sur celle-ci commençait à flancher. « Le sang demande un prix, le sang de ma famille. Je ne vendrai la dette de sang due à mon fils à aucun prix. Si vous ne pouvez comprendre cela, vous qui n'avez ni amour ni enfant, cependant plus d'une dette est due à la maison Malfoy et je pense que mon fils, s'il se tenait parmi nous, préférerait voir payer le sang de sa mère plutôt que le mien. Confessez votre crime au Magen-Mago comme vous me l'avez confessé et alors je... N'y pensez même pas, Albus, dit la vieille sorcière sévère qui avait parlé plus tôt. Le vieux sorcier se tenait sur le podium. Le vieux sorcier se tenait sur le podium et son visage se tordait, se détordait. « Arrêtez, dit la vieille sorcière. Vous connaissez la réponse à donner, Albus. Vous tourmenter n'y changera rien. Le vieux sorcier parla. « Non, dit Albus Dumbledore. Et vous, Malfoy, continua la vieille sorcière sévère, j'imagine que tout ce que vous désiriez pendant ce temps était de ruiner. Loin de là, dit Lucius Malfoy. Et ses lèvres se tordirent alors en un sourire amer. Non, je n'ai ici d'autre dessein que la vengeance de mon fils. Je souhaitais seulement montrer au Magen-Mago la vérité derrière le prétendu héroïsme de ce vieil homme et son éloge de cette fille. Qu'il ne songerait jamais à se sacrifier pour la sauver. Une cruauté digne d'un mange-mort, dit Auguste Allons du bas. Non que j'implique quoi que ce soit, bien sûr. Cruauté, dit Lucius Malfoy, son sourire était toujours amer. Je ne pense pas. Je connaissais sa réponse à l'avance. Je vous ai toujours mis en garde. Il ne fait que jouer son rôle. Si vous croyez à son hésitation, vous n'en êtes que plus trompé. Souvenez-vous que sa réponse est demeurée la même. L'homme éleva la voix. Votons, mes amis. Je pense qu'un vote à main levée suffira pour cela. Je n'imagine pas qu'il y en aura beaucoup qui choisiront de se rallier à des meurtriers. La voix était devenue froide sur cette dernière note, et la promesse était très claire. « Regardez la fille, dit Albus Dumbledore. Regardez-la. Regardez l'horreur que vous commettez. Elle a... » La voix du vieux sorcier se brisa. « Elle a peur. » Le Veritaserum devait être dissipé, car le visage de Hermione Granger commençait à se tordre sous son relâchement. Ses membres tremblaient visiblement sous les chaînes, comme si elle essayait de courir de fuir cette chaise, mais qu'elle était maintenue par des poids plus lourds que ceux des liens en métal enchanté qui la liaient. Puis, il y eut un effort convulsif, et le cou de Hermione bougea, et sa tête se tordit assez pour que ses yeux se braquent. Elle regardait Harry, et même si elle ne parlait pas, son message était d'une clarté absolue. « Harry, aide-moi, s'il te plaît. » Et une voix s'éleva dans la très ancienne chambre du Magen-Mago, des mots de la couleur de l'azote liquide, trop aigus car elle venait d'une gorge trop jeune, et cette voix dit « Lucius Malfoy !» Dans l'ancienne chambre sanctifiée du Magen-Mago, on regardait, on cherchait et on mit trop longtemps à trouver. Elle avait peut-être été aiguë, elle avait peut-être manqué de force en regard des mots qui avaient été prononcés, et pourtant on ne se serait pas attendu à entendre cette voix émaner d'un enfant. Ce n'est que lorsque Lord Malfoy répondit que l'on comprit où l'on devait regarder. « Harry Potter ?» dit Lucius Malfoy. Il n'inclina pas la tête.
Des têtes pivotèrent, des yeux bougèrent et l'on mit au point sur le jeune garçon aux cheveux en bataille qui se tenait à côté d'une vieille sorcière en larmes. Chaussé, le garçon arrivait à peine à la hauteur de sa poitrine. Il était habillé de courtes robes d'un noir formel, mais à moins que vos yeux n'aient été particulièrement aiguisés, vous n'auriez pas pu voir de l'autre bout de la chambre cette célèbre et mortelle cicatrice cachée derrière ses cheveux ébouriffés. Cette folie ne vous sied guère, Lucius, dit le garçon. Des filles de 12 ans ne s'amusent pas à commettre des meurtres. Vous êtes un serpentard intelligent. Vous savez que c'est un complot. Et Hermione Granger a été placée de force sur l'échiquier, par la main qui se cache derrière ce complot, quelle qu'elle soit. Vous deviez sûrement agir comme vous le faites maintenant, sauf que Draco Malfoy devait être mort, et vous deviez avoir perdu la raison. Mais il est vivant et vous êtes sain d'esprit. Pourquoi vous conformez-vous au rôle prévu pour vous dans un complot destiné à prendre la vie de votre fils? Un orage semblait se déchaîner en Lucius. Le visage sous les cheveux blancs menaçait de se craqueler, de s'ouvrir, de déverser quelque chose que nul autre n'aurait pu prévoir. Lord Malfoy semblait faillir, une fois, puis 2 fois, puis il ravala 3 phrases que nul n'entendit avant que ses lèvres ne s'ouvrent enfin. Un complot, vous dites articula-t-il, enfin, presque entièrement laissé à lui-même. Son visage était pris de convulsions. Et qui serait derrière ce complot, alors? Si je le savais, dit le garçon, je l'aurais dit bien plus tôt. Mais tous ceux qui ont un jour été camarades avec Hermione Granger vous diront que c'est une meurtrière des plus improbables. Elle aide bel et bien les Poufsouffles à faire leur devoir. Cet événement n'a pas eu lieu naturellement, Lord Malfoy. Complot ou pas, la voix de Lucius tremblait. Cette sang de bourbe a touché à mon fils, et pour cela je l'anéantirai. Vous devriez fort bien le savoir, monsieur Potter. Il est douteux, dit le garçon, pour ne pas dire plus, que Hermione Granger ait réellement lancé ce sortilège de refroidissement sanguin. Je ne connais pas les circonstances exactes ni les sortilèges mis en jeu, mais une simple tromperie n'aurait pas suffi à la pousser à le faire. Elle n'a pas agi de son propre chef, et n'a peut-être pas agi du tout. Votre vengeance est délibérément détournée, Lord Malfoy. Ce n'est pas une fille de 12 ans qui mérite votre courroux. Et qu'avez-vous à faire de ce qu'il attend? La voix de Lucius montait. Qu'avez-vous à gagner ici? Elle est mon amie, dit le garçon, tout comme Draco l'est. Il est possible que ce coup ait été dirigé vers moi, et pas du tout vers la maison Malfoy. Les muscles du visage de Lucius tressautèrent à nouveau. Et maintenant vous me vantez. Comme vous avez menti à mon fils. Croyez-le ou non, dit doucement le garçon, je n'ai jamais désiré autre chose pour Draco sinon qu'il connaisse la vérité. Assez, s'écria Lord Malfoy. Assez de vos mensonges, assez de vos jeux. Vous ne comprenez pas, vous ne comprendrez jamais. Ce que cela signifie pour moi, qu'il soit mon fils. On ne me privera pas de cette vengeance, pas encore, plus jamais. Pour le sang qu'elle doit à la maison Malfoy, elle ira à Azkaban. Et si je trouve jamais une autre main à l'œuvre, même si c'est la vôtre, cette main sera elle aussi tranchée. Lucius Malfoy éleva sa canne d'argent comme pour donner un ordre, ses dents serrées, ses lèvres retroussées, comme un loup en face à un dragon. Et si vous n'avez rien de mieux à dire que cela, taisez-vous, Harry Potter. Le sang de Harry bouillonnait sous la glace de son côté obscur, sous sa peur pour Hermione, sous la partie de lui qui voulait se déchaîner contre Lucius, le détruire sur place pour son insolence et sa stupidité. Mais Harry n'en avait pas le pouvoir. Il n'avait même pas un vote au Magen-Mago. Draco avait dit que pour une raison inconnue, Lucius avait peur de lui, et Harry pouvait voir dans le rictus tiré et pincé qu'était devenu le visage de Lord Malfoy que ce dernier avait eu besoin de tout son courage pour dire à Harry Potter de se taire. Et Harry dit donc, d'une voix froide et mortelle, en espérant que cela veuille dire quelque chose, « Vous vous attirerez mon inimité en faisant cela, monsieur Lucius Malfoy. » Quelqu'un parmi les rangs inférieurs de ce qui était clairement le côté puriste du Magen-Mago et qui baissait les yeux vers le jeune garçon plutôt que de les lever vers Lord Malfoy eut un rire de pure incrédulité. D'autres robes couleur prune commencèrent à rire aussi. Lord Malfoy le contempla avec toute sa dignité pendant que le rire se répandait. Si vous désirez l'inimité de la maison Malfoy, vous l'aurez, enfant. Allons, allons, dit la femme avec trop de maquillage rose. Je pense que ceci a duré bien assez longtemps, ne trouvez-vous pas, Lord Malfoy? Le garçon risque de manquer des cours. En effet, dit Lucius Malfoy, et il leva de nouveau sa voix. J'en appelle au vote, à main levée, que le Magen-Mago reconnaisse la dette de sang due à la noble et très ancienne maison Malfoy, pour la tentative de meurtre sur son dernier héritier et d'anéantissement de sa lignée par Hermione, la première Granger. Les mains s'élevèrent les unes après les autres. Le secrétaire assis au cercle intérieur commença à tracer les traits sur son parchemin afin de les compter, mais le camp qu'avait choisi la majorité était évident. Et Harry poussa un cri dans son esprit, un appel désespéré à toute partie de lui qui pourrait offrir une issue, une stratégie, une idée, mais il n'y avait rien, rien du tout. Il avait joué ses dernières cartes et avait perdu. Et alors, dans une dernière convulsion désespérée, Harry se plongea dans son côté obscur, s'y poussa de force, étreignit la clarté mortelle, offrit à son côté obscur tout ce qu'il voudrait si seulement il pouvait l'aider à résoudre ce problème, et le calme létal l'enveloppa ainsi. La véritable glace répondit enfin à son appel. Au-delà de toute la panique et de tout le désespoir, son esprit commença à passer en revue tous les faits qu'il possédait, à se souvenir de tout ce qu'il savait sur Lucius Malfoy, sur le Magen-Mago, sur les lois d'Angleterre magique. Ses yeux parcoururent les rangées de chaises, chaque personne, chaque chose à portée de vue, à la recherche d'une opportunité à saisir.